Donc ce soir, on a le plaisir de recevoir une tête connue du cercle, Nicolas Tandler, écrivain et journaliste. Et souvent, il me remplace pour présenter les auteurs. Et je pense que vous ferez un peu plus souvent l'année prochaine et par la suite. Pour nous parler dans des monstres du XXe siècle, Fidel Castro. Personnage haut en couleur, de petite noblesse espagnole. D'ailleurs, ses liens avec l'Espagne, par certains côtés, ont été très ambigus, entre autres avec Franco. Et ça pourra surprendre le public. C'était une des idoles des révolutionnaires européens. Ne parlons pas de l'Amérique latine. Et on pourrait dire que l'image du Che l'a peut-être un peu éclipsé, surtout dans les années 68. Alors pourquoi parler de Castro? D'abord, c'est un des personnages importants du XXe siècle. Il n'a pas cessé encore de nuire, même si il est passé dans d'autres lieux. Et son frère, quoi qu'on ait pensé ou fait croire Obama, est un marxiste pur et dur. Et heureusement, l'actuel président américain est en train de revenir sur certaines dispositions qu'avait pris son prédécesseur. Il faut savoir que Fidel Castro, comme ce mouvement révolutionnaire latino-américain, a marqué les esprits européens. Une bonne partie de la gauche ultra de 68 étaient des admirateurs inconditionnels, non seulement de Staline, mais surtout de Castro. On voyait en lui un libérateur, que sais-je. Et tout récemment, une ministre de la République, oui, je ne sais pas comment il faut écrire ce mot, a eu l'audace, au nom du gouvernement, en ès-qualité, de faire l'éloge de ce personnage. À vous, cher ami. Merci. Bien, donc, le menu de ce soir, c'est Castro, c'est-à-dire un diplodocus de 90 années, ôté à l'affection de certains de ses chiens et à la haine vigilante de beaucoup d'autres, il y a quelque temps. Il est né le 13 août 1926, bien, quelque part dans un village, dans une plantation de Cuba. Tout autour, toutes les terres appartenaient à son père. Et là, il faut commencer par sa généalogie, qui ne va pas très loin, puisqu'il était une fois en 1898 un empire qui ignorait qu'il allait bientôt succomber, l'Empire d'Espagne qui a été attaqué par les États-Unis d'Amérique du Nord, délibérément, suite à une provocation dont Washington a toujours eu le secret dans différentes guerres. Brusquement, un croiseur américain explose dans un port cubain et c'est la guerre qui aboutira à une catastrophe pour l'Espagne. À ce moment-là, il y a un soldat espagnol, depuis quelques années en garnison à Cuba. Bon, Castro père, puisqu'il va être le père de 7 enfants, et il se bat dans l'armée espagnole contre les insurgés. Il se battait déjà en 1895. Pourquoi je dis 1895? Parce que 3 ans avant l'agression des Yankees, il y avait eu un soulèvement à Cuba que l'Empire d'Espagne, qui régentait cette île, avait réprimé. Et à cette occasion, un chantre de la libération, entre guillemets, de Cuba, du joug espagnol, un nommé Martí, avait été tué. Je note avec intérêt que le soldat Castro n'est pas tout à fait étranger à la fin de Martí. Ça, c'est un des épisodes dont, naturellement, si vous parlez à Cuba, vous vous retrouvez directement en prison pour longtemps et incommunicado, comme on dit là-bas, incommunicable, c'est-à-dire vous ne parlez plus à aucun codétenu. Bon, parce que c'est des choses dont il ne faut pas parler. Bref, il y a un soldat espagnol
qui décide, après la révolution de 98, et en dépit du fait que l'île soit devenue indépendante par la force des armes des Nord-Américains, il décide de rester à Cuba. Il y connaît une, comment dire, là ça devient très délicat, parce que nous touchons à un point qui coûte très cher encore aujourd'hui, si on en parle dans la grande île cubaine, au fait, qui était la servante à laquelle il a fait 7 enfants? Alors là, ça va poser de très graves problèmes dans toute l'histoire de Cuba. Et en ce qui concerne Castro, heureusement pour lui qui n'est plus là pour voir le résultat, parce que déjà de son vivant, ça le désolait sincèrement. En effet, il avait quelques complexes, et son complexe était son origine du côté matériel. Bon, d'accord, il était un enfant naturel, je veux bien. Il était surtout un enfant plus ou moins adultérant. Bon, ça pose des problèmes, mais ce n'était pas ça le véritable problème de Castro, puisque dans l'aristocratie de la terre, à Cuba, bon, les servantes qui étaient proches du maître, c'était très bien pour elles, et ça satisfaisait le maître, et personne n'y trouvait à redire, pas même le clergé. Mais malgré tout, il y avait un petit problème de coloration de peau. J'y reviendrai, parce que ça a été à l'origine de guerres très sanglantes en Afrique, par la suite, où l'armée cubaine s'est distinguée, surtout par une portion de ses habitants, qui avaient la peau très foncée. Il est mauvais d'avoir un chef d'État qui fait des complexes personnels quant à ses origines d'un côté. Bref, le soldat démobilisé, devenu citoyen cubain, trouve des Nord-Américains qui investissent avec l'argent du vainqueur, puisque c'était les Espagnols qui payaient en indemnité de guerre, qui achètent de grands territoires et qui ont besoin de quoi? D'un paysan. Alors là, je commence à tiquer. Vous voyez, j'ai bâti cet exposé sur ceci. C'est à la gloire de Fidel Castro. Quand je vois déjà qu'on parle de son père comme paysan, dès la première page, je me dis, mais de qui on se moque? Quel paysan? D'un militaire de carrière de l'armée espagnole. Et puis brusquement, il devient régisseur dans une propriété achetée l'année de la victoire nord-américaine par des Yankees. Bon, quand est-ce qu'il a travaillé la terre de ses mains, cet homme? Ça, c'est un paysan. Même quand aujourd'hui il roule sur tracteur, les paysans ils sont directement en contact avec la terre. Alors je me dis, tiens, les communistes appellent ça, Castro, un fils de paysan. Je m'excuse. Il était régisseur, pour employer son véritable titre, et comme il a gagné beaucoup d'argent dans cette fonction, il est devenu lui-même, comme on dit là-bas, haciendero, propriétaire d'une immense propriété. Au départ, ce n'était qu'un soldat démobilisé. Mais le prestige de l'Espagne, c'est un originaire de la Galice. Je le dis au passage, notez la province. Je crois qu'elle concerne telle ou telle personnalité espagnole bien connue. Bien connue, surtout par qui? Par le jeune Fidel. Bon, ce fils de soi-disant paysan, eh bien, se retrouve traité comme un fils de grande famille, en dépit que, disons, son père, en tant qu'haciendero, a dérogé en le traitant comme, finalement, l'un de ses meilleurs fils. D'accord, il avait un frère qui s'appellerait Raoul, qui était pas mal non plus. On en profite encore aujourd'hui. La population cubaine a droit à tous ses égards. Bon. Il a survécu à son frère et c'est lui le véritable maître du pays en ce moment, avec une énorme différence qualitative par rapport à Fidel. Là, je vais être méchant pour Fidel, puisque Raoul était beaucoup plus un intellectuel que lui. Lui, dès l'enfance, on le dit turbulent, etc., on prétend que les maristes, dont il a été un élève au départ, ont été obligés de le renvoyer. Pas du tout, pas du tout. Ça aussi, c'est une légende, pour dire qu'il a été persécuté par le clergé. Là-dedans, il y a toutes les légendes sur Castro. Il y a de quoi hurler de rire. Donc, on dit que les maristes l'ont expulsé parce que le fils de Castro était un garçon turbulent. C'est archi faux. Castro était un bon élève, un très bon élève. Et quand il est passé chez les jésuites, eh bien, il a été très, très apprécié. Au point que, alors ça, ce n'est pas dans le numéro spécial de l'Humanité, au point qu'il demandait souvent à ce garçon qui, en 1936, avait 10 ans,
en 37, 11, en 38, 12 et en 39, 13. Mais quand on a l'esprit vif, c'était le cas quand même de Fidel, on s'intéresse déjà à l'actualité politique dès qu'on a 11-12 ans. Et tous les soirs, il venait écouter la radio chez le directeur de l'institution jésuite de La Havane, ce qui n'est pas rien, ce qui n'était pas rien, puisque par la suite, il y a eu quelques problèmes. Et donc, il écoutait les bulletins d'information sur la guerre civile internationale d'Espagne. Naturellement, le père jésuite était très content et applaudissait à chaque victoire des nationalistes. Et naturellement, le jeune Fidel, lui aussi, tapait dans ses mains. Bon, c'est lui-même qui l'a dit. Ce n'est pas de la diffamation, entre guillemets, par rapport à ses options dans la suite, mais c'est lui-même qui l'a raconté à plusieurs reprises. Et le plus extraordinaire, c'est qu'il était fier de le raconter. Alors j'anticipe, oui, parce qu'il y a quand même pas mal à dire, j'anticipe depuis 1939, le maître incontesté de l'Espagne, depuis le 1er avril 1939, était le général le Caudillo Francisco Franco y Bahamonde, originaire d'où? De quelle province d'Espagne? Tiens, la Galice. Et, au moins par son père, un certain Fidel Castro, originaire de la Galice. Figurez-vous qu'à chaque anniversaire du Caudillo, tant qu'il a vécu, jusqu'en fin 1975, il y avait un message officiel signé du chef de l'État cubain, Fidel Castro, félicitant le Caudillo Francisco Franco pour son nouvel anniversaire. Et la réciproque était vraie, à chaque 13 août, il partait un message signé Francisco Franco y Bahamonde, Caudillo de España, adressé à Fidel Castro. Alors, tirez-en des conclusions sur la façon dont les jésuites d'Espagne communiquaient avec les jésuites de Cuba, certainement d'ailleurs, et comment tel garçonnet à l'époque, tel préadolescent, adolescent en devenir, était cité déjà pour son intérêt pour la politique, surtout pour la politique militante, et je dirais même, concernant la guerre d'Espagne, militaire. Donc au départ, nous voyons un certain Fidel extrêmement nationaliste. Et comment est-on nationaliste cubain, au fait? Ah, bonne question. Il y avait les Espagnols autrefois. Bon, il était de bon ton d'être contre eux, tout au moins à la fin du 19e siècle, surtout quand on pouvait compter sur un allié puissant de l'autre côté de la Grande Mare. Bon, d'être anti-espagnol, mais après, évidemment, l'ennemi numéro un, ce sont devenus les Yankees, les Nord-Américains, les États-Uniens, comme nous disons. Bon, c'était devenus les ennemis numéro un des Cubains, pour le mépris qu'ils témoignaient, tous ceux qui venaient dans la Grande Île, envers la population, et l'intérêt uniquement économique qu'ils adressaient aux 10 millions qu'ils adressaient aux 10 millions de Cubains, et la façon dont ils se comportaient. Et surtout, avec une différence qui explique certaines choses par la suite. Quelle est la religion dominante, ou plus exactement, quelles sont les sectes dominantes aux États-Unis d'Amérique du Nord? Eh bien, les protestants de toutes espèces, depuis les mormons en passant par les presbytériens, les pentecostistes, etc., qui voulaient faire du zèle à Cuba, ce qui était modérément apprécié par les Cubains de l'époque, tous très catholiques. Donc là, ils n'étaient pas face aux Nord-Américains d'origine irlandaise ou d'origine hispanique, ils étaient auprès d'un peuple récemment devenu indépendant, à qui ils voulaient imposer des façons de penser totalement différentes des naturels de l'île, et surtout faire du prosélytisme de sectes protestantes. Donc il y avait de sérieux problèmes. Alors vous trouvez là donc le père Castro, qui est, bon, certains diraient des méchants, en employant un vocabulaire archaïque, un collabo en quelque sorte économique de grands propriétaires terriens nord-américains. Il avait 300 familles sur les terres qui n'étaient pas précisément dans l'aisance. Par la suite,
Quelques journalistes ont posé des questions très prudemment, des proches peut-être un peu moins prudemment, ce qui leur a coûté cher, certains, sur son enfance, son adolescence, etc. Et Fidel a toujours maintenu auprès de tous ses interlocuteurs, surtout les plus intimes, qu'en fait, son père, en quelque sorte, défendait les 300 familles de la Hacienda contre la rapacité des Nord-Américains. Bon, là-dessus, nous avons relativement peu d'informations, puisque aujourd'hui, dans l'île de Cuba, c'est toujours une sorte de secret d'État. Glissons donc. Ce qui est sûr, ce sont les témoignages des jésuites qui se sont retrouvés en Espagne en ce qui concerne le côté « vive le nationalisme espagnol » et la fierté d'être d'origine espagnole de Fidel Castro, tempéré par un détail fâcheux, sa mère, évidemment, la servante. Ouais. Bon, de son nom de famille Ruiz, bon, mais surtout d'une coloration de peau qui pouvait être considérée comme mulâtre, etc., et qui lui a toujours posé de problèmes, et il ne fallait surtout pas évoquer ce genre de choses devant Fidel Castro, parce que ça se terminait très mal. Il ne l'a jamais supporté. Il faisait un complexe terrible à ce côté, sur ce point, de ce côté, et il ne supportait pas la moindre allusion que du côté de sa mère, il puisse avoir du sang africain. Ça n'a l'air de rien, mais les conséquences mondiales ont été gigantesques. Je dis bien mondiales, mais nous allons y arriver. Bon, donc les années se passent, il est élevé avec la meilleure jeunesse de Cuba. Naturellement, c'est un bon élève. Oui, c'est un bon élève. Celui, pour lui faire quelque chose d'anticatholique, dont on a dit qu'il avait été chassé des maristes. Il n'en existe aucune preuve de quelque nature que ce soit, mais ça fait très bien de le raconter du côté des communistes. Bon, surtout du côté des communistes athées. Quoique les communistes croyants, il n'y en a pas des masses, mais j'en ai connu. Donc ils existent quand même. Bon. Donc, Lina Ruiz, la servante, joue un rôle important chez Castro, mais à rebours, une seule personne compte, c'est son père. Bien. Le voilà donc étudiant, il va à la faculté de droit, il passera son doctorat en droit très couramment, et il commence à faire son éducation de jeune homme, d'étudiant, puis il commence à devenir homme, bon, puisqu'il va faire un très beau mariage, quasiment inespéré, dans une grande famille, proche de tous les dirigeants de Cuba, quels qu'ils étaient depuis l'indépendance. Voilà. Donc tout va bien pour lui, sauf que, bon, il est très bagarreur, c'est vrai. Il y a beaucoup de bagarres entre les étudiants cubains, à la faculté de droit comme dans les autres facultés. Il y a souvent mort d'hommes, au couteau, à l'épée, au revolver. Castro se distingue en particulier au tir au revolver. Bon, enfin, il est impliqué dans de nombreuses bagarres, mais les autorités universitaires, ça n'est pas vraiment leur problème. Leur problème, c'est qu'il existe des survivants pour passer les examens, pour que ça fasse pas mal de docteurs en droit, ce qui est le cas de Castro, qui, appuyé sur un père plein d'aisance, appuyé sur un mariage dans une famille d'hacienderos très fortuné et proche des gouvernants, bon, il n'a pas de problème, et le voilà qui ouvre un cabinet d'avocats, voilà. Et comme les bagarres étaient plus ou moins présentées comme politiques, il va s'intéresser à la politique. Alors là surgit une légende, que je trouve là-dedans avec grand plaisir, parce que je la déguste. On nous dit qu'il lit des auteurs marxistes et qu'il s'est formé en politique. S'il y en a un qui de sa vie n'a jamais dû lire une ligne de Marx, c'est bien Fidel Castro. Ce n'était pas son frère. Il ne faut pas confondre Raoul et Fidel. Fidel, il était fidèle à sa première vision, le nationalisme, un nationalisme intégral, à réaliser par n'importe quel moyen. Le marxisme, c'est une philosophie internationaliste qui n'intéresse pas vraiment, d'une part, rien qu'à prononcer le nom internationalisme. Au fait, je l'ai pris tout à l'heure à l'âge où il était préadolescent et où il écoutait la radio avec un père jésuite et tapait des mains dans ses mains
comme le père jésuite à chaque victoire des troupes de Franco. Je le prends un peu plus tard, donc, quand il arrive à l'université. Au fait, qu'est-ce qui l'intéresse à ce moment-là? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il a une haine profonde des Nord-Américains. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a un problème du côté de son père, qui est un fidèle laquais, pour reprendre le langage communiste, des Nord-Américains? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que par rapport à sa mère, il a quelque chose à se faire pardonner? Par rapport à son attitude, comme les 6 autres frères et sœurs? On ne sait au juste, mais manifestement, il est complexé sur beaucoup de points. Et les gens complexés, quand ils arrivent au pouvoir, en général, ça donne une certaine catastrophe pour leur entourage, comme on s'en apercevra par la suite. Donc Castro a des problèmes qu'il règle par la violence entre étudiants. Et là, il y a des groupes qui sont plus ou moins politisés. Il faut bien une justification dans les nombreux blessés, voire les tués, qu'il y a entre affrontements estudiantins. Ce n'est quand même pas le quartier latin où c'est plus civilisé. Bon, nous sommes en Amérique latine et ça prend certaines proportions violentes. Donc, il commence à s'intéresser à la politique. Alors à ce moment-là, il y a un coup d'État, il y a un nommé... un Grande Martin qui est déposé, etc. Et il y a un parti qui s'intitule nationaliste et qui récupère tous les nostalgiques de quoi, au fait? Quand il arrive à l'âge adulte, qu'est-ce qui se passe entre 26 et 44, 45, puis 46? Il y a eu la grande aventure du fascisme italien, de l'Allemagne nationale-socialiste, des régimes qui ont adopté des opinions similaires, comme en Roumanie et ailleurs. Et Raoul et Fidel, ils ont été indifférents à ça? Pas du tout. Tous ceux qui les ont connus à cette époque disent la même chose. Ils étaient fanatiquement, en couvrant ça bien entendu, et légitimement sans doute, de la haine qu'ils éprouvaient pour les Yankees, ils étaient pour la victoire de l'Axe, d'une façon non dissimulée. Les Japonais en prime, très bien, bravo, le Mikado, etc. Tous les témoignages des gens qui ont pris soin d'émigrer des États-Unis pour faire des déclarations de ce genre. Sinon, vous n'en entendriez plus jamais parler après. Bon. Eh bien, indiscutablement, c'était la suite de ce qui lui arrivait en écoutant la radio du temps de la guerre d'Espagne. Mais en 1945, ça prend une toute autre tournure. Malheur aux vaincus. Ve victis, bon, il faut savoir reconnaître son erreur. On ne peut pas exalter des gens qu'on pend à Nuremberg, qu'on massacre en les pendant par les pieds en Italie, qu'on pend comme la maréchale Antonescu en Roumanie, etc. Bon, ce n'est plus décent. En tout cas, ça ne promet pas un avenir politique brillant. Alors, il se trouve un parti nationaliste, je l'appellerai le PPC, pour ne pas rentrer dans les détails, hein, Parti populaire de Cuba, qui a une ligne très nationale. Alors, les sujets comme jamais existaient, et toujours c'est l'éternelle histoire. Nous sommes une colonie pire qu'au temps des Espagnols, qui au moins étaient nos frères de race et de langue. Ah bon, c'est les Yankees, il faut s'en débarrasser. Bon, alors le PPC ne se contente pas de parler. Il sait qu'il y a d'autres peuples latino-américains. Il faut faire quelque chose. Et en 1948, alors là je vous parle d'un événement d'actualité immédiate qui remonte à quelques jours. En 1948, il y a eu le Botogazo, ce qui vous dira strictement rien. Ça se passait dans un pays appelé la Colombie. Bon, c'est forgé en partie du nom de la capitale. À cette époque, juin 1948, éclate une impitoyable guerre civile. Vous allez me dire oui, et alors? Et alors, au début de cette guerre civile, au moment même où elle éclatait, il y avait un congrès latino-américain anti-impérialiste. Devinez quel impérialisme était visé. C'était pas celui de Joseph Staline, rassurez-vous, c'était uniquement celui des Nord-Américains. Bon, qui était quand même un impérialisme également conséquent. Bon, il faut appeler les choses par leur nom. Bon, d'ailleurs, un Nord-Américain, même encore aujourd'hui, ne se sent pas vexé quand on lui dit qu'il fait partie d'une nation impériale. Quand on rajoute « iste », ça devient impérialiste. Donc, il y avait un congrès impérialiste
où le PPC cubain, Parti populaire cubain, participait, et Castro y va avec son frère. Et selon lui, alors là il y a un problème, nous n'avons aucun témoignage de Colombiens. Il participe à l'insurrection qui déclenche la guerre civile, qui vient de s'achever il y a 4 jours. Officiellement, les derniers coups de feu ont été tirés, le désarmement est enfin complété. Combien ça fait d'années depuis 48? 67, quelque chose comme ça. Une guerre civile de 67 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les premières semaines avaient fait d'emblée 80 000 morts. Juin, juillet 1948. Fidel Castro était sur place, vous allez me dire, pour un jeune homme comme lui, quoi, 26, 46, il a 20 ans, il a dû être traumatisé par l'effusion de sang. J'ai plutôt l'impression qu'il a été exalté. Tout au moins, c'est ce qui ressort des déclarations qu'il a pu faire auprès de proches par la suite, de ses entretiens avec un certain Che Guevara, dont nous allons peut-être parler, pas plus qu'il ne le mérite d'ailleurs tout à l'heure. Bref, il revient assez exalté de Bogota parce qu'il a vu la révolution en action. Enfin, pour en voir les résultats finaux, il ne les a pas vus, il les a ratés de peu, mais il était mort quand la guerre civile s'est arrêtée, d'ailleurs par la défaite des gens dont il aurait souhaité la victoire, 67 ans après. C'est un drôle de baptême du feu pour le camarade Castro, dans la mesure où il a réellement participé. Parce que je connais peu l'Amérique latine, mais je la connais quand même un peu. Les gens, quand ils préparent un golpe, un coup d'État, en général, ils évitent d'être trop bavards. Ça vaut mieux, parce que si vous êtes arrêté avant, vous serez un mort anonyme. Si vous êtes tué pendant, vous êtes peut-être un martyr, mais c'est pas sûr que vous serez vengé. Si vous avez réussi, vous passez à l'histoire. Ça, c'est un autre problème. Il ne faut pas rater son coup. À ce moment-là, Fidel Castro n'avait pas encore beaucoup médité. Et il y avait déjà des gens qui s'intéressaient à lui, le Parti communiste cubain. Il l'avait contacté comme ça en passant à l'université de Cuba. Alors à son retour, ils l'ont vu. Ils ont dit, mais employons un mot, c'est loco en espagnol, je crois que certains d'entre vous auront compris. Il est complètement cinglé, ce gars-là, ou à peu près. Bon. En revanche, son frère, Raoul, mais il est intéressant celui-là. Qu'est-ce qu'il est sérieux? Alors on nous dit là-dedans, entre autres, j'ai toutes les preuves des mensonges, elles sont là. On nous dit qu'il avait lu des écrits marxistes, il n'avait pas convaincu le Parti communiste cubain. Mais alors absolument pas. Enfin, son frère, Raoul, oui, ça c'est différent. Aujourd'hui c'est très important, puisque c'est Raoul, le maître de Cuba. Plus une autre personne, je le dis d'emblée pour ne pas l'oublier, qui s'appelle Mariela, ça vous dira rien du tout, mais c'est une des filles nombreuses, parce qu'il a eu de très nombreux enfants, sur une grande échelle. Son père était un fantaisiste à côté, pour la reproduction de la main gauche. Il a eu de très nombreux enfants, et donc l'une de ses filles, l'une des plus douées, Mariela, a fait des déclarations récentes contre l'Amérique de Trump, etc. Et c'est elle, avec Raoul, qui gouverne réellement le pays. L'hérédité à Cuba, c'est très important. La famille, c'est très important. Bon, il a découvert donc, paraît-il, le marxisme, mais personne n'est vraiment convaincu. Donc, alors, le Parti populaire cubain, très bien, et l'expérience de Bogota et de la guerre civile colombienne qui va durer. Alors ça lui donne beaucoup à penser, surtout qu'il y a eu un coup d'État à l'automne 1952, et la légalité existant jusque-là, ou le plus ou moins de légalité, est supprimée par un colonel de l'armée cubaine, qui prend le pouvoir, et qui sera Fulgencio Batista, dont on a voulu faire, dans toute l'histoire des deux Amériques, comme le plus corrompu des corrompus, etc. Bon, des Cubains qui ont vécu le temps de Batista ne sont pas tout à fait de cet avis, qui a eu certaines licences, que, bon, c'est vrai que ce que les castristes ont répandu par la suite n'était pas entièrement faux, c'est vrai que c'était la maison de jeu de toute l'Amérique latine, c'est vrai
que c'était un peu le bordel des Nord-Américains les week-ends, pour parler avec la grossièreté propre aux castristes, etc. Mais ce n'était pas que ça, Cuba, qui était une île prospère sous Fulgencio Batista, lequel n'a pas été un meurtrier de masse, comme beaucoup de dictateurs par la suite. Il n'a fait que ce qui était nécessaire pour ne pas être assassiné lui-même. Il a été soutenu par les États-Unis d'Amérique, mais la guerre froide a éclaté. Et la guerre froide a entraîné un certain nombre de choses dans les journaux soviétiques, dans les journaux de l'univers communiste, à Pékin ou à Budapest, dans les rues de Paris avec l'Humanité, etc. On parlait des régimes pourris d'Amérique latine mis en place par les Yankees. Oui, peut-être, peut-être pas. Il y a beaucoup de choses qui me font penser que c'était très, très exagéré. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a complexé les libéraux américains, même le département d'État, le ministère des Affaires étrangères à Washington, et il y avait des Cubains astucieux qui voulaient prendre la place de Fulgencio Batista et qui disaient, bon, vous savez, c'est mal vu, c'est exploité par la propagande de notre parti communiste à Cuba, c'est Washington qui soutient Fulgencio Batista, c'est un pourri, c'est un corrompu. Alors la différence est très difficile à faire avec les autres présidents de la République cubaine. Hein. Si vous remontez à partir de 1898, vous avez des surprises, c'est certain. Bon, donc je ne sais pas si ça a été le plus corrompu, en tout cas ça a été certainement l'un des moins sanguinaires. D'ailleurs, quelqu'un va en faire l'expérience, c'est Fidel Castro lui-même. Il décide d'accélérer le cours de l'histoire. Il trouve qu'attendre des élections, etc., tout ça c'est des bavardages, j'allais dire de bavards, non, le mot est inapproprié. Fidel Castro est un avocat. Vous savez que dans l'argot des prisons françaises, un bavard c'est un avocat, donc je retire le mot bavard, il ne se serait pas insulté lui-même. Mais il trouve que ça ne va pas assez vite. Il a lu beaucoup de récits de golpe, de coups d'État de golpe en Amérique latine. Il décide de faire le sien. Comment ça commence en général? On attaque une caserne, les sentinelles jettent bas les armes, on demande aux soldats de descendre dans la rue avec le type qui vient de s'emparer de la caserne, et c'est gagné. Et il y a une caserne, bon, du côté de la capitale, c'est très bien, ben on y va. Ils étaient 131 exactement, dont 2 femmes. On y va joyeusement. Alors, Castro a eu le culot de dire par la suite à des dizaines, peut-être des centaines d'interlocuteurs qu'il avait tout prévu au centimètre près. Bon, l'expédition attaquant la caserne de 2 côtés part sur 2 colonnes. Une des 2 colonnes n'est jamais arrivée, elle s'était perdue en chemin. Je pourrais multiplier les détails, sans compter les pannes, les retards, etc. Bon, les gens qui mettaient des mauvaises munitions, ils mettaient des balles dans des fusils auxquels elles ne correspondaient pas, et autres plaisanteries de mauvais goût, quand ça risque de tourner mal, ça on s'en aperçoit. Donc ils attaquent brillamment la caserne. Bon, alors, naturellement, ça a tourné à la catastrophe. Il y a eu 5 tués réels au combat. Alors les autres ont été capturés et auraient été exécutés après torture par les partisans de Batista. Là-dessus, il plane un épais mystère. Est-ce qu'ils ont été tués au combat? Est-ce qu'ils ont été énuclés et castrés, etc. Comme la légende castrice le raconte, il y a un doute énorme, énorme. Parce que la partie de la colonne qui n'était pas arrivée s'étant égarée a été capturée elle aussi. Et elle, bizarrement, on n'a eu aucun mort. Donc on peut jeter un doute sur le massacre des prisonniers. Au fait, le chef Castro, qu'est-ce qu'il est devenu? Ben lui, il s'est échappé. Certains disent, les gens méchants diraient, il a pris la fuite. Oui, effectivement, mais c'était le 26 juillet 1953, le jour de la Moncada. La caserne s'appelait la Moncada. Bon. Alors, donc, il a pris la fuite, mais la police de Batista n'était pas si mauvaise que ça. Le 1er août, il est arrêté, il se retrouve en prison, il est jugé passible de la peine de mort dans je ne sais combien de cas, mais ça sert d'avoir une femme qui s'appelle d'un certain nom Diaz Balart, qui est une des plus grandes familles de l'île,
Le mari de Diaz-Balart ne peut pas être intégralement mauvais. Et la peine, après une plaidoirie délirante qui dure 2 jours entiers de Fidel Castro, et qui se termine, l'histoire me donnera raison. Wow, applaudissez. Bon, c'est à fait partie de la foule, sans même être inquiété, tellement ils étaient sidérés du culot de ce type qui risquait la peine de mort et qui a été condamné, tenez-vous bien, à la détention perpétuelle. Pas du tout, 18 mois. 18 mois. N'importe qui pouvait aller le voir, sa femme était toutes les nuits en cellule avec lui, enfin bref, tous les détenus n'ont pas droit à de tels égards, surtout des gens qui viennent de faire tuer quand même quelques dizaines de personnes. Bon, voilà, donc au bout de 18 mois, il est dehors, et il décide de faire un voyage. Il part aux États-Unis d'Amérique du Nord. Tiens, c'est très curieux pour un anti-yankee. Et là, il fait des tournées de conférences. Il rencontre toutes les sommités américaines. Il parle de la pourriture du régime du colonel en place, Fulgencio Batista. Et il est accueilli partout. Et on lui paie chaque conférence royalement. Et il convainc des gens, des marchands d'armes, de toucher les dollars qu'il a reçus en conférence pour lui acheter des armes. Naturellement, le FBI, qui n'est quand même pas une police à dédaigner. Bon, je crois que même le président de la République des États-Unis en sait quelque chose en ce moment. Naturellement, est au courant, suit avec ça avec intérêt. Pour gêner? Non! Pour encourager. Alors ne cherchez pas dans l'humanité le récit de comment ça va commencer le débarquement à Cuba. Il n'y est pas. En revanche, il existe des livres aux États-Unis d'Amérique, dans toute l'Amérique latine également, en espagnol, en américain, etc., jamais traduits en français, qui racontent le séjour de Castro en 54-55 aux États-Unis d'Amérique, puis au Mexique. Il est passé chez des frères latino-américains. Pourquoi? Pour que le gouvernement des États-Unis ne soit pas compris dans l'expédition que le département d'État de Washington finance. Ça, c'est un secret à ciel ouvert. Si vous en parlez à Cuba encore en ce moment, en juillet 2017, je vous souhaite bien du plaisir. Vous serez à l'abri du soleil pour pas mal de temps. Voilà, bon. Alors donc, ça, c'est un des mystères Castro, mais c'est indiscutable. Ça a été publié, les documents ont été publiés par le département d'État. Ça n'a jamais intéressé un seul chercheur de ce côté de la Grande Mare. Curieux, n'est-ce pas? Comme quoi, le castrisme a bien des amis, a bien des alliés tacites. Bon, donc il est financé, mais son camp d'entraînement à la guerre civile est implanté au Mexique. Et c'est de là que des gens vont partir sur un rafio, une histoire extraordinaire, avec pratiquement que des marins d'eau douce, c'est pire que ça. Et c'est un miracle, en fait c'est ça le véritable miracle de son expédition, c'est qu'ils arrivent à débarquer à Cuba. Naturellement, il n'attire aucune attention, personne ne s'attendait à cette folie, mais ce qui a été étonnant, c'est sa croisière, si j'ose dire. C'est vraiment un miracle qui ne se sont pas tous retrouvés par le fond. Et la centaine d'aventuriers, donc, arrivent, voilà, et commence la grande aventure. Alors, elle va durer beaucoup de temps. C'est l'aventure, c'est le débarquement du 26 novembre. Voilà, du fameux 26 novembre, qui naturellement, jour de fête nationale, un des jours de fête nationaux, etc., avec la prise du pouvoir par la suite. Mais j'anticipe. Bon, alors, il a fait un coup d'État minable. En général, la carrière d'un type qui rate un golpe est finie, ben non. Il est remis à cheval par les libéraux américains, et avec l'appui de tous les journaux des États-Unis d'Amérique. Vous pouvez consulter la collection de ces organes dans leurs locaux ou à la National Library, à la Bibliothèque nationale de Washington, et vous verrez confirmation de ce que je vous dis avec des articles dithyrambiques en 55 et en 56 à la gloire de Fidel Castro. Ça ne s'invente pas. Un homme qui haïssait les États-Unis d'Amérique depuis qu'il était haut comme ça. Quel sens psychologique extraordinaire avaient les libéraux américains, quand même. Bon, voilà. Donc, il va débarquer et d'emblée, ça va être une impasse totale. Alors, naturellement, Fulgencio Batista, tout colonel est habitué de nombreux incidents sanglants dans son pays, avant sa prise du pouvoir et depuis l'exercice de son pouvoir,
C'était tellement ridicule qu'il n'y a pas prêté attention. Une centaine de types dévorés par les moustiques dans la jungle locale, etc., qui pourrissaient sur pied, qui ne savaient même pas comment avancer, qui avaient des armes complètement dépareillées. On leur avait vendu des rossignols de toutes les armureries mexicaines et autres. Bon, enfin, ça allait tourner à la catastrophe sur place. Les gens passaient leur temps à se quereller. Castro montrait sa tendance dictatorial à son proche entourage, à défaut de le faire à un peuple et de se soulager par des discours kilométriques. C'était pas encore, l'heure n'était pas encore venue. Et donc ça pourrissait sur pied. Et puis finalement, ils maigrissaient tellement, les paysans qu'ils payaient au début n'avaient plus d'argent, parce que les Nord-Américains pouvaient difficilement leur parachuter de l'argent et des armes sans que ça se voie. Quand même, du haut du ciel, ça se voyait des quelques douaniers sur la côte. Bon, alors donc, il fallait être très prudent. Alors les paysans commençaient à les supporter mal, il fallait s'en sortir, il fallait bouger, faute d'être massacrés par les paysans des alentours. Ce qui aurait été fâcheux par la part des libérateurs du peuple. Alors on décide d'avancer péniblement. Alors on tombe sur les gens étaient habitués de police des alentours depuis des mois à ce qu'il ne se passe rien. Ils ménageaient quand même le groupe dont on avait entendu dire qu'il était dirigé par un type marié à une des familles, dans une des familles les plus riches du pays. Il faut faire attention, il ne faut pas tuer des gens respectables par erreur. Donc ils ne font pas trop attention. Quelques brigades de gendarmerie ou de l'équivalent, quelques postes de police se rendent sans combat, donnent leurs armes en se disant on ne sait jamais, et puis de toute façon ils en ont toujours dans la cave pour les remplacer, parce qu'ils les vendaient à des groupes attaquant des banques, etc. Bon, donc il y avait du remplacement, donc ils avancent de quelques kilomètres, puis de 20, de 30, de 40, et puis là il y a des gens qui débitent des discours assez éloquents. Castro a toujours eu la langue très bien pendue, comme il leur arrivait rien. Ils avaient soit, on ne disait pas la baraka là-bas, on employait un autre mot, et quand ça commence à impressionner, plusieurs mois après, ils étaient encore vivants. Alors c'était surprenant, parce que la justice était expéditive à Cuba avant l'aventure de Castro. Elle le sera après la prise du pouvoir, soyez tranquilles. Bon, mais elle reviendra aux vieilles traditions de la justice cubaine. Pour l'instant, rien ne se passe de trop, et donc, ceux qu'on commence à appeler les castristes, le mouvement du 25 novembre ou le mouvement du 26 juillet, comme vous voulez. Le mouvement du 26 juillet, ça peut risquer de porter malheur, vous vous rendez compte. Un golpe lamentablement raté, ayant fait quand même plusieurs dizaines de tués pour rien. Alors donc, c'est le mouvement du 26 novembre, il progresse, et surtout une idée géniale, parce que des journalistes nord-américains corrompant des douaniers cubains, arrivent dans la brousse, où ils voient les types dévorés de piqûres de moustiques, affectés de malarias diverses, etc. Ils les dépeignent comme des héros, alors qu'il n'y a pas eu un seul engagement avec l'armée ou la police cubaine jusqu'à ce moment-là. Bon, ils les dépeignent comme héros, et surtout, le coup de publicité fantastique de Castro. Souvenez-vous, au fait, pourquoi les islamistes en France sont devenus les idoles d'une partie de notre jeunesse? Le système pileux. C'est bien les islamistes qui ont lancé cette mode en France, qui a atteint, je dois dire, des gens très respectables. Hein. Au 19e siècle, il y avait les favoris, il y avait tout. Regardez Victor Hugo et beaucoup d'autres. Je ne condamne pas la barbe, mais je dirais que dans certaines banlieues, elle a été indiscutablement lancée par le mouvement islamiste. Bon, à Cuba, eh bien, Castro et les gens autour de lui, est-ce que l'idée vient vraiment de Castro? On ne le saura jamais. Il vaut mieux pas la lui contester en ce moment à Cuba. Pour l'instant, c'est lui qui a eu l'idée. En tout cas, c'est lui qui en a parlé aux journalistes. Bon, eh bien, on va se laisser pousser la barbe tant que nous n'aurons pas vaincu. Fulgencio Batista allait trembler en apprenant cette nouvelle. Vous vous rendez compte? Bon, des gens qui se font pousser la barbe indéfiniment. D'ailleurs, il l'a gardée. Ça, c'est une photo de le temps de la victoire, comme vous le savez, et beaucoup de ses fidèles, du moins ceux qui étaient au gouvernement. À la grande rage de qui, au fait? Des coiffeurs de Cuba. Quoique,
soit dit entre parenthèses du côté des coiffeurs, même de Cuba, une barbe à entretenir, c'est quand même une des choses qui coûte le plus cher chez un coiffeur. Je parle peut-être à des gens qui sont au courant. Bon, voilà. En tout cas, bref, sur le coup, ça a surpris et ça a étonné les Nord-Américains. Dans tous leurs journaux, il y avait des photos de gens qu'on ne pouvait pas reconnaître tellement leur système pileux, depuis des semaines et des semaines, était développé. Donc il n'y aurait aucun risque d'être identifié, à part Castro qui n'avait plus rien à perdre, au contraire. Bon, alors ça c'est un coup de publicité fantastique qui s'est répandu comme une traînée de poudre dans le monde entier. Alors les seuls qui n'en ont pas parlé, eh ben, tenez-vous bien, ce sont les journaux soviétiques et autres, pékinois, etc. En Europe de l'Est, personne ne savait l'épopée un peu bizarroïde qui se déroulait à Cuba. Le Parti communiste cubain disait, ces gens-là, là-bas, dans la jungle, ils sont complètement youpi, il y a quelque chose qui ne va pas. Les communistes étaient foudrage. Bon, voilà. Ils se disaient, mais ils sont fous, on pourrait gagner autrement. Et voilà, et cet imbécile est en train de tout gâcher. Alors cet imbécile continue à marcher, surtout il a une politique d'accueil des femmes très développée. Et il est évident que le soir, quand on s'ennuie par l'absence de combat dans la journée, il y a d'autres distractions possibles. Et les guerrilleras exaltés, bon, sont d'excellents moteurs. Bon, les femmes sont très bien accueillies, alors qu'en général, dans ce genre de mouvement, elles sont plutôt tenues à l'écart, parce qu'elles risquent de faire baisser la combativité, l'esprit de discipline, etc. Ben non, il y a toutes les tares possibles dans ce mouvement révolutionnaire. Vous imaginez Saint-Just obsédé par les femmes, etc. Il y aurait eu nettement moins de guillotinés. Ça n'aurait été plus une... Je ne parlerai pas de Robespierre, qui était la fidélité incarnée, etc. Non, dans le mouvement de Castro, bon, au moins les nuits étaient ardentes, à défaut des journées combatives. Bon, alors avec ça, plus le coup de nous les laisserons pousser la barbe jusqu'à la victoire, extraordinaire. Le monde entier, bon, il y a d'autres coups. Il y a d'autres coups. Petit à petit, des groupes dans les villes se disent, tiens, il y a des types là-bas qui n'ont pas été anéantis par l'armée et la police. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne réfléchissent pas que Castro est très bien marié, non, et que ça peut freiner l'action des troupes quand le colonel a été bien payé pour qu'il ne fasse rien. Quand on a des moyens financiers, y compris le père de Fidel, on sait comment paralyser les forces de police et de l'armée qui chassent l'équipe à 50 mètres de l'endroit où ils sont. Bon, voilà, ça sert d'avoir des gens qui ont des moyens financiers, quand même, dans une armée où les officiers sont réputés vénaux. Bon. Mais finalement, grâce aux journaux nord-américains qui sont vendus à La Havane, ceux qui lisent l'anglais, il y en a quand même, hein, féru d'English, eh bien, ils apprennent des choses intéressantes, que ça dure, qu'il y a une histoire de barbe, etc., de femmes guerrilleros, etc., oh là là, bon. Et il y a des groupes qui commencent à passer à l'action, et il y a un coup sensationnel qui est fait, je ne sais pas si les gens de ma génération s'en rappellent, il était un coureur automobile automobiliste d'origine italienne très connu, il est kidnappé par un groupe à La Havane, qui exige une mention formidable et la publication dans tous les quotidiens et hebdomadaires de Cuba de déclarations révolutionnaires. C'était Fangio, ça y est, ça me revient. Oui, mais je l'ai soufflé. Pardon. Je l'avais soufflé 2 fois. Voilà. Et donc, il est libéré moyennant finance et moyennant publication de pages entières de déclarations révolutionnaires dans la presse. Le gouvernement de Fulgencio Batista ne voulait pas d'histoire. On a été responsable de la mort de faim ou de par piqûre de moustique d'un malheureux otage connu du monde entier. Un conducteur automobiliste réputé partout. Bon, il n'en était pas question. Alors donc ça met un peu d'animation. D'autres font d'autres enlèvements uniquement lucratifs de célébrités moins connues, mais dont la famille pouvait payer. Ça commence à se gâter en ville. La police est obligée de s'occuper de ça. Elle se disperse. Et puis on avance, et comme ça dure, eh bien il y a des étudiants qui désespèrent de passer leurs examens, il y a des illuminés plus ou moins grands, il y a des types qui ont des règlements de compte personnels, par exemple tel gradé qui n'a pas eu l'avancement qu'il voulait dans l'armée, etc. Tel policier qui estime que son commissaire ne reconnaît pas ses mérites, qui se disent au fond pourquoi pas, si ça dure et si les Nord-Américains sont d'accord, Fulgencio est foutu.
allons-y, et qui rejoignent les dévorés de moustiques, les malades perpétuels par la jungle, etc., et qui viennent les renforcer, eux en bonne santé, et eux avec des médicaments. Et ils progressent, ils progressent, ils progressent, et ça finit sans combat réel. Il n'y aura que quelques dizaines de tués de part et d'autre, et ça a duré quand même un bon bout de temps. Je vous ai dit 26 novembre 1956. Eh bien, ça se produit bien plus tard, le jour de la victoire. D'ailleurs, pratiquement sans aucun combat. Sans aucun combat. Non, hein, voilà. Alors, hein, quand la Révolution débarque sur un vieux ratio, je vous le dirai, c'est ses propres vous le disiez, c'est ses propres partisans qui le disent. Et voilà, la guerre de guérilla, fer de lance d'une unité nationale autour de Fidel. Non, tous ceux qui n'avaient rien à perdre le rejoignent. Ça fait toujours beaucoup de monde dans un pays latino-américain. Et la victoire finit par être assurée parce que les policiers, les soldats finissent par être atteints de doute. Et la première grande caserne d'une ville moyenne qu'attaque Fidel, il n'y a pas de combat. La caserne ouvre ses portes, les soldats ont hissé le drapeau blanc, et voilà. Et là, au départ, Castro, ah tiens, et un médecin argentin, un certain Che Guevara, eh bien ne commettent pas l'erreur qu'ils vont commettre par la suite. C'est-à-dire, il n'y a pas d'exécution massive à ce stade. Bon, alors ça se sait, tout le monde se rend, tout le monde avance, ça devient boule de neige, et quand on arrive dans les deux grandes villes du pays, La Havane, Santiago, il ne reste plus à Fulgencio Batista qu'à prendre le dernier avion pour les États-Unis d'Amérique, en priant le ciel que les Yankees ne le livrent pas, c'est réglé. Et là, la grande histoire commence. Au fait, pourquoi nous parlons toujours de Robespierre, Saint-Just et de beaucoup d'autres? Ben, quand même, hein, soyons honnêtes, même si on est partisan de la République pure et dure, ils ont quand même tué pas mal de gens, ça fait beaucoup faire de la publicité, y compris dans l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des massacres de très grande ampleur. Vous allez me dire, c'est la faute à Fidel. J'hésite à vous le dire, parce que qui s'est occupé de ça, du sale boulot? Fallait être un psychopathe. Quand on voit les Fourier et quelques autres de la Révolution française, quand on voit toutes les révolutions sanglantes, on s'aperçoit que les gens qui s'occupent du boulot de remplir les fosses communes sont quand même de sérieux dérangés. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'était le cas, il faut bien le reconnaître. N'en déplaise à tous les jeunes gens qui vont faire fleurir bientôt les rues avec l'été de t-shirts, comme nous disons en français, à l'effigie de Che Guevara. Il y a un psychopathe à côté de Fidel Castro. Fidel Castro ne l'a jamais été vraiment. Hein. Il a tué quand il fallait tuer, selon sa vision politique, les tueries de masse pour le plaisir, ça ne l'enthousiasmait pas autrement, ses passions, il les satisfaisait autrement. C'est Che Guevara qui s'est occupé du sale boulot et qui a rempli les fosses communes. De tous les gens qui s'étaient rendus sans tirer un coup de fusil. Ils sont tous impitoyablement massacrés, par milliers et par milliers. D'un seul coup, tous les Cubains, c'était la fête quand il est rentré à La Havane comme à Santiago. Tout le monde se disait, ça y est, on va faire la fiesta pendant 8 jours, etc. Non, instantanément, dans les 48 premières heures, ça a été boum, le voile de crêpe qui tombe partout, des veuves partout, des familles sans père partout, des massacres épouvantables, totalement injustifiés. Tous ces gens-là qui étaient massacrés, ne demandaient qu'à se rallier, comme d'habitude, à un nouveau maître. Le coup d'État avait été réussi, le golpe, le coup d'État militaire, par des gens qui étaient tout sauf de véritables militaires, et puis brusquement on tuait des gens par milliers et par milliers. On interdisait tous les partis sans exception. Contrairement aux promesses faites, tous les partis dits libéraux, etc., s'étaient ralliés à Fidel, envoyaient des gens rejoindre ces aventuriers dans la jungle, etc. Tous interdits à la stupeur générale. J'ai connu comme ça, dès 1959, un jeune Cubain qui m'a exprimé, la première chose qu'il m'a dit, en excellent français d'ailleurs, puisqu'il avait appris le français à l'université de La Havane,
Et il m'a dit, Joël et Yankees, c'est à cause d'eux que nous avons ces fous dangereux, Guevara et Fidel. Mais vous dites ça, etc. À l'époque, je n'avais pas lu les documents dont je vous ai parlé. Il m'a expliqué un certain nombre de choses et il m'a dit, maudit Yankees, si je vais retourner en Amérique latine et si je prends les armes et qu'il y a un maquis contre les Nord-Américains, n'importe où, moi qui ai les communistes, même sous le drapeau rouge, je tuerai des Américains. C'est eux, à cause d'eux, que nous avons Castro et Guevara. Tel quel. Et il me disait ça peint dans n'importe quel endroit, dans le temple de l'anticommunisme en France, peu importe, bon, c'était au 86 boulevard Haussmann. J'étais sidéré par ses propos, la haine qu'il exprimait des États-Unis. Donc on a présenté après tous les anticastristes comme des agents de Washington. En tout cas, le premier spécimen que j'ai vu, le premier Cubain que je voyais et avec qui j'ai discuté, qui sortait de Cuba et qui m'avait raconté comment la dictature s'organisait, la dictature marxiste, parce que Guevara s'en occupait, parce que Raoul s'en occupait, et parce que les communistes cubains, qui étaient des plaisantins en fait, bon, qui ne savaient pas que le communisme, ça signifiait d'abord on tue tous les jeûneurs, et ensuite, eh ben, boum, voilà. Alors le Parti communiste cubain était complètement désorienté, parce qu'il ne comprenait pas en quoi que Castro était castriste, parce qu'il a commencé les discours de plusieurs heures, sous un sommeil de plomb. Qui a été à Cuba, sait de quoi je parle. Bon, alors les Cubains ont subi ça pendant des décennies, évidemment. Parce que là, nous sommes, nous sommes fin 1958, début 1959. Bon, alors donc ça commence par des discours régulièrement, parfois tous les 8 jours au début, puis après ça s'espace, mais malgré tout, il faut supporter des discours de 12, 14, 15 heures, des journées, des parties de nuit entières de Fidel Castro. Et parfois, Guevara venait à la suite. Vous vous rendez compte? Pauvre Cubain, assommé, recrue de fatigue, obligé d'écouter ça debout, personne assis. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance. Écoutez quelqu'un assis, vous pouvez vous endormir discrètement, surtout si vous avez un colosse devant vous qui vous dissimule au photographe, mais vous ne pouvez pas le faire debout. Malheureux Cubain dans les grandes villes. Mais on poussait même les paysans dans des camions pour aller écouter ça. Bon, alors donc il commence à logorée interminable et il commence à introduire des éléments de jargon marxiste sous la poussée de Guevara là-dedans. Et d'emblée, la tête grossit, 1959, 1960, alors brusquement, il déclare la guerre verbale aux États-Unis d'Amérique, tranquillement. 61, 62, il déclare une guerre verbale aux États-Unis d'Amérique, il prône la révolution dans toute l'Amérique centrale et du Sud, dans toute l'Amérique latine, et il y a des échos, ça commence à se détériorer dans certains pays, ça se détériorera encore mieux lorsque les Soviétiques et les Cubains y prêteront la main. Ça c'est certain. Ils formeront dans l'île cubaine tout ce qu'il faut comme gens avec des guérillas plus sérieuses que celles de la jungle cubaine. Bon, alors donc, les Nord-Américains au départ croient que Castro va parler aux Nations Unies, ils sont effarés de son discours, en plein New York, il leur déclare des hostilités claires et nettes. Il critique le régime des États-Unis comme jamais personne ne l'avait fait sur le sol américain, même s'il est proclamé à international du côté de Manhattan, dans la zone des Nations Unies. Et là, ils sont sidérés, commencent à se dire, mais ou il est fou, ou nous avons commis une erreur quelque part. Alors personne ne pense à l'idée simple qui était qu'un fou le tue, ou qu'on l'arrête tout simplement à la sortie du territoire des Nations Unies, puisque là il est sur le territoire nord-américain. Bon, donc personne ne pense à ça, tellement le gouvernement des États-Unis est surpris à l'époque. Et puis bon, ça se répand comme une traînée de poudre, partout, au Mexique, au Guatemala, en Bolivie, au Brésil. Partout, tout le monde, mais qu'est-ce qui se passe à Cuba? On veut voir. De semaine en semaine, de mois en mois, tout se radicalise. Les Soviétiques sont fous de joie.
Souvenez-vous, à l'époque, il y avait un certain Khrouchtchev, qu'on nous dépeignait comme un gentil libéral, etc. Malgré ses assais où il prenait une de ses chaussures pour taper sur la table aux Nations Unies. Lui, il prend Castro très au sérieux. Il fait placer tous les gens qu'il veut autour de lui. Il y a l'illuminé Guevara, qui est ministre de l'économie, hein. Lui qui était médecin de formation. Tout le monde sait qu'on peut être médecin et économiste du jour au lendemain. Bon, mais peu importe. Alors donc, ça donne une économie très curieuse. Bon, l'autre, il a lu Lénine et Karl Marx. Bon, il s'y met. L'économie cubaine en peu de temps, complètement. Mais Cuba est riche. Cuba, il est bien placé. Lui, fils de paysan, je mets entre guillemets, c'est l'humanité qui m'a appris que son père était paysan. Bon, l'Haciendero, sait ce que c'est que le sucre, puisqu'il en produit des centaines, des milliers de tonnes par an. Et donc, la richesse de Cuba, c'est le sucre. Et les États-Unis commettent un certain nombre d'erreurs. Un boycott qui existe encore en partie aujourd'hui. Hein. Encore en partie aujourd'hui. Vous voyez que quand ils ont commencé quelque chose, ils ne s'arrêtent plus. Le bulldozer nord-américain, et parfois, c'est pas toujours très finement pensé. Donc, que font les Soviétiques? Ils achètent les récoltes cubaines. Vous voyez, j'avance, etc. Tout ça, ce sera un processus qui prendra quelques temps. Mais, bon, la victoire est la victoire. Les gens qui ne savent pas se contrôler eux-mêmes, et c'était le cas de Fidel Castro pour beaucoup de choses, surtout quand il donne sa confiance à des gens qui sont soit des psychopathes, soit des gens intéressés à ce qu'ils commettent des erreurs pour devenir indispensables, chef de police, chef d'unité militaire, etc. Eh bien, les erreurs se multiplient. Et Cuba va devenir quelque chose que Joseph Staline lui-même, s'il avait été vivant, n'aurait pas renié. C'était extraordinaire. Une police politique extraordinairement bien organisée. Il y a eu beaucoup de confessions à ce sujet, mais toutes sont frappées au sceau de la vérité. D'ailleurs, jamais l'ambassade cubaine à Paris, quand des livres parlaient en France de réfugiés cubains à Paris, jamais elle n'a réagi là-dessus pour dire c'est un tissu de contre-vérité, etc. Comme les soviétiques le faisaient avec Kravchenko. J'ai choisi la liberté en 1946, etc. Non, le Parti communiste français était prié de la fermer et de ne pas faire de campagne contre les... Par exemple, les policiers politiques cubains qui choisissaient la liberté quand ils étaient dans des ambassades cubaines à l'étranger et qui surveillaient le personnel diplomatique, etc., qui parfois étaient rapatriés, on leur donnait une promotion et ils étaient exécutés en arrivant. Exactement la méthode de Joseph Staline. Bon, Castro n'avait pas besoin de s'en occuper, il y avait suffisamment de fous dangereux autour de lui pour faire ça. Bon, il l'a fait systématiquement. Certains ont poussé le bouchon très loin, mais ça, c'est la fin du régime qui commence à se décomposer. Alors, bon, l'embargo est proclamé, et là, je dois dire que, bon, c'est les États-Unis qui ont commencé les premiers. Naturellement, ça donne l'occasion à l'URSS de se porter au secours de Cuba, et les Américains se trouvent placés devant le dilemme, couler les bateaux soviétiques. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Point d'interrogation. Les gens qui aiment jouer à la Troisième Guerre mondiale, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'on ne sait jamais à quelle minute on a été un peu trop loin. Donc là, bon, il va y avoir une grave crise, on va l'appeler la crise des fusées. Les soviétiques ont été très vite, avant même de fournir des secours et de rapatrier du sucre chez eux, ou de la canne à sucre, ou enfin d'autres productions de Cuba, soit déjà traitées, soit non traitées, soit brutes. Eh bien, ils ont envoyé des fusées, et des fusées sont braquées directement sur Washington, sur Miami, etc., à très peu de kilomètres. Donc il va y avoir un marchandage. Qui a perdu la face, on ne sait pas. La paix, entre guillemets, la paix armée a été gagnante, puisque chacun a été obligé de faire une reculade. Les Américains ont été obligés, non pas d'arrêter l'embargo, mais d'arrêter les menaces d'intervention directe, et les Soviétiques ont été obligés de retirer leurs fusées.
tous ceux qui ont vécu ça s'en rappellent, les titres des journaux étaient assez éloquents. On est passé à un cheveu de la Troisième Guerre mondiale. Un capitaine de navire de guerre des deux côtés qui perdait la boule, qui donnait un ordre de tirer par erreur, et on savait ce qu'était la Troisième Guerre mondiale. Elle n'a pas éclaté, mais ça a créé une atmosphère de méfiance extraordinaire, notamment au moment de l'arrivée du président Kennedy au pouvoir, qui, lui, était quand même quelqu'un qui allait très loin dans ses décisions. On l'a vu notamment au Vietnam. Et lui, il n'était pas disposé à laisser se poursuivre ce qu'on appelle du côté communiste l'expérience cubaine jusque dans ses limites générales. Et souvenez-vous, d'un jour de novembre 1962, le président Kennedy est assassiné. En 63. Pardon. Novembre 63. Novembre 63, excusez-moi. Oui, excusez-moi. Je viens de commettre une erreur de date. Oui, en novembre 63, le président des États-Unis est assassiné. Bon. Alors, première remarque, qui est l'assassin? Bon, on nous dit c'est un ancien marine, tireur d'élite. Bon, parfait. Malheureusement, il ne parlera pas puisqu'il est tué lui-même quelques heures après son arrestation par un miraculeux citoyen qui était sur place et qui lui tire dessus alors qu'il est encadré de 2 policiers et que ça doit être l'homme le plus protégé des États-Unis, à part le président qui l'était moins que lui, hein, puisqu'il faut qu'il parle. D'où venait-il? De Cuba. Il était membre du Parti communiste de l'Union soviétique. Il venait de rejoindre le Parti communiste de Cuba. Il avait pu émigrer tranquillement. Lee Harvey Oswald, son nom et son prénom me reviennent, aux États-Unis. Il tue le président des États-Unis, dont tout le monde savait qu'il allait régler tôt ou tard son compte à Cuba d'une manière ou d'une autre. Il y a des providences curieuses. Des auteurs divers, très rares d'ailleurs, ont dit carrément ce qu'ils en pensaient de l'implication et de l'Union soviétique et directement de la police spéciale cubaine dans cette affaire. J'en citerai un au hasard qui est mort récemment, Dominique Vénère, qui a consacré un article, un livre entier à cette question, où il dit que Lee Harvey Oswald était une fabrication d'abord de la police secrète soviétique et ensuite directement des Cubains qui ont tout organisé, des Cubains communistes évidemment. Les États-Unis ont fait comme si Lee Harvey Oswald était une génération spontanée, un fou qui était venu là, etc. Ils ne sont pas occupés de ça. De sorte qu'il n'y a eu aucune tension digne de ce nom, malgré l'énormité de l'acte. Bon. Il y a eu, vous le savez, la fameuse affaire de la baie des cochons. Bon, c'est-à-dire qu'on a armé des gens qui quittaient le paradis cubain pour aller à Miami, des Cubains, et qui en avaient assez de voir des gens se noyer pour rejoindre la Floride, etc., qui en avaient assez de savoir que leurs parents avaient soit été exécutés, soit été en camp de concentration, soit été en pire dans les prisons cubaines, qui étaient pires que les camps de concentration cubains. Bon, donc ils décident de tenter quelque chose. On ne peut pas dire que le FBI était d'une grande discrétion. En tout cas, ça se termine par une catastrophe. Hein, la baie des cochons, les brigades populaires, plus l'armée cubaine qui arrivait bien plus tard, anéantissent ou capturent tous les gens qui sont débarqués et ça fera un plaisir de faire libérer les vaincus, moyennant des sommes colossales en millions et millions de dollars. Les États-Unis d'Amérique ont définitivement perdu la face dans cette affaire et l'histoire des États-Unis s'en trouve transfigurée. Quel est l'état clé dans la quasi-totalité depuis l'affaire de Cuba, dans les élections nord-américaines? C'est la Floride, figurez-vous. Et qui est l'électorat de la Floride? Des Cubains devenus citoyens des États-Unis. Si vous ne me croyez pas, allez vous promener dans les rues de Miami, comme nous disons en français, comme ils disent là-bas, et vous verrez, toutes les affiches sont en espagnol, les gens dans la rue parlent pas espagnol, vous rentrez dans un restaurant, sauf naturellement la plage de Miami, où il n'y a que des retraités de la communauté juive de New York. Là, on parle anglais, et bon, voilà. À part cette distinction pour une faible partie de la Floride, c'est le vote cubain
le vote cubain devenu par la force des choses citoyens américains qui détermine le destin électoral des présidents des États-Unis d'Amérique. Ça ne s'invente pas. Comme quoi il y a des retombées extraordinaires de l'aventure cubaine. Mais je vous parlais d'un petit détail qui était, si l'on regardait bien, Ruiz, la servante Ruiz, la mère de Castro. Au gré des maldisaents, elle avait vraiment une peau très bronzée. Or, vous n'ignorez pas qu'il y avait des esclaves noirs à Cuba, du temps des Espagnols déjà, bon, qui remplaçaient les Indiens, qui n'étaient pas capables de faire qui avaient été décimés, enfin plus que décimés, littéralement anéantis par les maladies européennes. Bon, malgré la protection des prêtres espagnols pour les indigènes d'origine. Donc, à Cuba, on les avait remplacés, puisqu'ils avaient quasiment tous disparu, par des déportés africains. Bon. Et donc, effectivement, on ne peut pas dire, pour ceux qui ont connu Madame Castro-Mère, qu'elle était d'origine authentiquement de Galice, je dirais, par euphémisme. Bon. Donc, et ça travaillait sérieusement Castro. Il ne fallait jamais faire allusion avec lui. Et il en avait déclenché une phobie contre les Africains de Cuba. Mais une véritable phobie. Et à un moment donné, un homme nommé Che Guevara lui a dit « il faut libérer l'Afrique ». Bon, l'autre, il lui a dit, il commence à me taper sur le système, celui-là. Bon, il tue un peu trop vite, même des gens qui pourraient nous être utiles à couper de la canne à sucre comme déportés politiques, plutôt qu'à finir dans une fosse commune trop rapidement. Il l'a laissé partir en Afrique, et comme vous n'ignorez pas, les Algériens l'ont pris pour un fou, il a été dans les pays africains noirs, ça a tourné la catastrophe instantanément, on l'a prié d'aller voir ailleurs. Bon, et d'ailleurs, ça s'est très mal terminé pour lui. Mais en attendant, ça a donné des idées à Castro. Ils se sont dit, oui, mais il y a des pays africains qui sont intéressants, qui se battent contre les impérialistes. Parce qu'il a tenu des grandes conférences anti-impérialistes mondiales dès la victoire, dès 59, dès 60, où tout le monde était invité, tout le monde était gorgé des alcools cubains, de la nourriture cubaine. Et les Cubaines sont, paraît-il, enfin, je crois que paraît-il et de trop, sont en général très jolies. Bon, enfin, il y en a beaucoup de très jolies. Bon, en tout cas, celles qu'on nous montre, qu'on voit sur les plages, ne sont pas dédignées pour des révolutionnaires affamés de tout. Bon, alors, les gens du Parti communiste français, du Parti communiste allemand, des États frères, etc., y allaient par dizaines et dizaines de milliers, pas seulement les touristes français, ils y allaient, ils étaient enthousiastes de l'accueil cubain, et ça a donné des idées à Castro. Mais il s'est dit, mais le Portugal, c'est faible ça, c'est ridicule avec leur nation qui est encore moins peuplée que l'île de Cuba. Si on s'occupait des Noirs d'Afrique, si on s'occupait de la Guinée-Bissau, bon, moi, de telle île perdue dans l'océan Pacifique, dans l'océan Atlantique, pardon, si on s'occupait de la Namibie, si on s'occupait de l'Angola, où il y a du pétrole, et à côté il y a l'Afrique du Sud, on peut passer pour des grands antiracistes, si on commence à déclencher des guérillades sur la frontière en soutenant les mouvements communistes anti-africanaires, etc., ça lui donne des idées, mais ils ne peuvent pas s'en tirer tout seuls. Les camarades est-allemands envoient des médecins, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de lutter contre les maladies tropicales. Et c'était le vrai raisonnement de Castro, naturellement, on ne vous en parle pas là-dedans. Ça m'ennuie, la population noire qui a une natalité supérieure à la population blanche. Car il l'a dit, hein, et devant des dizaines et des dizaines de personnes dignes de foi qui l'ont répété, hors de Cuba, hein, je vous le dis tout de suite. On devrait peut-être, d'abord, génétiquement parlant, le climat africain doit leur convenir, premièrement. Deuxièmement, ce sont des Africains, donc la mentalité, ils doivent s'y adapter et ils doivent savoir ce qu'il faut faire dans ces guerres qui sont extrêmement cruelles là-bas. Parce que les prisonniers, on ne sait pas trop ce qui leur arrive et en quoi ils sont transformés. Envoyons-les là-bas. Tertio, ça fait des gens quand même moins parce que bon, ça fait de nous un pays africain en Amérique latine, vous vous rendez compte? Non, ça fait pas bien.
Alors on commence à comprendre qu'effectivement, le fait d'avoir été le fils d'une servante mulâtre, ça lui avait terriblement tapé sur le système, dans un sens assez étonnant, dans un sens plutôt haineux. Il n'a sans doute jamais pardonné à sa mère d'avoir le teint un peu trop bronzé. Voilà. Bon, enfin bref, les conséquences ont été impériales, au sens réel du terme, parce que les Cubains sont allés par milliers, par dizaines de milliers, se faire tuer en Namibie, se faire tuer en Angola, au Mozambique, qui n'est pas la porte à côté, etc., en Namibie, en Guinée-Bissau, etc., etc. Mais vraiment, il suffit de visiter les cimetières cubains à notre époque, on est largement édifié pour les corps qui ont pu être rapatriés. Bon, parce que c'est pas toujours facile de récupérer les cadavres dans les guerres africaines. Bon, ou tout au moins ce qu'il en reste. Bon, compte tenu de la sauvagerie des combats de part et d'autre, hein, je le dis tout de suite. Bon, je ne fustige pas les uns plutôt que les autres. Bon, alors, bien entendu, ça a stupéfié les camarades soviétiques, les camarades est-allemands. Ils faisaient la guerre pour de bon sur une échelle impériale, au-delà de l'océan Atlantique, sans que jamais les Nord-Américains n'aient torpillé un seul transport de troupes cubains. Extraordinaire. Et ces guerres n'ont pas duré 1 an ou 5 ans, non, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Extraordinaire. En particulier la guerre d'Angola, pour citer celle-là, sur lesquelles j'ai eu des informations en direct. Bon, et qui s'est terminée, je crois, grâce à l'intervention du Saint-Siège. Bon, voilà. Bon, enfin, c'est trop long à raconter, c'est une digression. Ah, à propos, j'oubliais, quand les massacres de Che Guevara ont commencé à La Havane et à Santiago, au fait, quelle a été l'attitude de l'Église catholique? Eh bien, le cardinal, bon, j'aurai la pudeur de ne pas citer son nom dans l'île, a immédiatement béni tout ça, a sanctifié le mouvement de Castro, ça ne s'invente pas, a demandé des prières pour le succès de la révolution à toutes les églises de Cuba. Je dois dire que l'Église catholique a largement déchanté par la suite. Ça devait être des suites de certains conciles en gestation ou de conciles qui avaient déjà eu lieu. Mais en tout cas, bon, on ne peut pas dire que l'attitude de l'Église a été très réaliste à cette époque. Elle a tout fait pour soutenir le régime. Le régime ne lui a pas rendu la monnaie de sa pièce, que bien plus tard. D'ailleurs, je dois dire, à la satisfaction des deux côtés. Mais il a fallu attendre plusieurs décennies. Mais au départ, ça a été une église de collaboration avec un régime authentiquement marxiste. Mais vous allez me dire, par exemple, ouais, mais dans Granma, c'était le nom de l'organe officiel, l'Humanité de là-bas, la Pravda de là-bas, qu'on pouvait avoir en France, en traduction française, gratuitement en allant à l'Alliance cubaine tous les jours que faisait l'année pendant des décennies. Mais le discours de Castro, c'est du délire, qui paraissait sur 40 à 50 pages pour résumer un seul des discours. Hein. Bon, mais c'est du délire. On essaie de comprendre, quand il parle de communisme, de quoi il parle. C'est tellement un charabia indescriptible. Dites-vous bien, pour les communistes cubains, c'était encore pire. Ils ne comprenaient rien à ce que disait le camarade Castro. Mais dans la pratique, Castro, il n'allait pas s'occuper de ça. C'était les camarades du mouvement, appelez-le du 26 novembre ou du 26 juillet, qui s'occupaient de ça. Bon, alors donc ils travaillaient à ça, les malheureux. Et eux, ce qu'ils avaient, ils avaient des organes de formation marxiste, dûment traduits en espagnol par les camarades est-allemands, soviétiques et autres, et c'était très bien fait. Et là, je dois dire, pour rendre quand même justice au régime castriste, que le régime castriste a quand même réussi une chose unique, non seulement à Cuba, non seulement dans toute l'Amérique latine sans exception, mais dans toute l'Amérique, avec le Nord compris. Extraordinaire, et j'hésite pas à le dire, dans le monde entier. Certains d'entre vous auront peut-être déjà deviné, quel est le pays du monde qui a le meilleur service de santé, les meilleures universités médicales? C'est Cuba.
extraordinaire. Sans doute qu'il avait été trop piqué par les moustiques, qu'il avait vu trop de camarades mourir de malaria, etc. dans la jungle de Cuba. Ça a toujours obsédé Castro. Or Castro, lui, il lui fallait une armée impeccable, rubis sur l'ongle, il lui fallait des palais avec toutes les commodités, il fallait de quoi entretenir ces quelques... On n'a jamais su le nombre exact de ses maîtresses, des officiels, il y en a eu, je crois, 1350. Bon. C'est comme le nombre des attentats organisés par la CIA contre Castro. Bon, officiellement, il y en a 589 de revendiqués, qui tous ont échoué. Mais dans tous les attentats, ils étaient organisés avec des maîtresses de Castro. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont échoué. Toutes les maîtresses de Castro, au moment de passer à l'acte final, étaient en train de faire un autre acte avec le dictateur local et lui disaient « Vous savez ce que les salauds épargnent ma vie, camarade fidèle, je dois te le dire parce que je t'aime. Voilà ce que m'a donné la CIA pour te tuer. Oh, bon, voilà, bon, etc. » Bon. Voilà, 589 complots, c'est dans un livre achetable pour 50 cents au département des États des États-Unis. D'accord, vous vous donnez la peine de le traduire en français, mais c'est très facile, c'est toujours la même histoire d'un complot qui avorte. Tout a foiré. Que des femmes qui étaient des traîtresses, et les traîtresses, il n'y en a aucune qui a trahi jusqu'au bout. Alors ça a donné un nombre incalculable. Alors le père de Castro, c'est un joyeux plaisantin, avec ses 7 enfants hors mariage, un nombre incalculable de successeurs de Castro par le sang. Quand je vous dis Mariela, c'est une fille dans le mariage, hein, attention, que j'ai nommée tout à l'heure. Hein. Une fille déjà assez âgée, vu que le dictateur est décédé à 80 ans. Alors la seule et unique réussite du régime a été effectivement l'organisation de la médecine, et les Cubains se trouvent, chose extraordinaire, à la tête de la meilleure médecine du monde. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le département d'État des États-Unis, c'est les journaux les plus anticommunistes des États-Unis, ceux qui détestent le plus le régime communiste, les Cubains de Mahaimi sont les premiers à le reconnaître, la médecine cubaine est la meilleure du monde. Je ferme le banc. Après avoir parlé de ça, je dois dire que les paysans crevaient de faim et crèvent encore plus de faim aujourd'hui que sous Fulgencio Batista. Bon, et du temps des exploitants nord-américains qui ont tous été expropriés. Bon, le père de Castro, ça s'est arrangé. Les intérêts de la famille Balart et de la famille Castro n'ont pas été oubliés. Hein. Bon, il faut quand même pas exagérer. Quand on est dictateur, on ménage quand même sa famille. Hein. De même que Staline était contre, lui, ancien séminariste, était contre la religion, il était pour le mouvement des sans-dieux, les églises étaient dynamitées ou transformées en garage, mais Madame Djougashvili, Madame Staline mère, a toujours pu porter la croix jusqu'à son dernier jour, sans jamais être inquiété. Il ne faut pas pousser la chansonnette trop loin. Bon, on a beau être dictateur, on sait respecter quand même certains usages. Castro n'a jamais inquiété son père Haciendero. Je vous le disais déjà, ses rapports avec Castro étaient excellents jusqu'à la mort de Castro, jusqu'à la mort de Franco. Bon, et il n'a jamais soutenu quelque mouvement antifranquiste, que ce soit du vivant du Caudillo. Hein, les gens de Galice ne font pas d'ennui à des gens de Galice. C'est beau la fraternité régionale. Saluons. Bon. Je dois dire que je ne suis pas choqué. Là, je vais peut-être vous choquer, ce qui semble vous indiquer que comme je ne pense pas beaucoup de bien de Castro, j'en pense peut-être de Castro, mais si vous êtes libre de tirer de Franco, mais vous êtes libre de tirer la conclusion que vous voudrez. Donc, une grande réussite du régime, la réussite militaire est incontestable, bien que le peuple cubain et même le peuple russe s'est saigné aux 80 pour cela. Les Cubains ont prouvé qu'ils étaient d'excellents soldats en Afrique, ils ont eu des pertes terrible, mais par un effet qui n'est pas du hasard, c'est la partie de la population d'origine africaine de Cuba qui a supporté le plus de pertes, largement au-delà de sa proportion dans la population cubaine. Cherchez l'explication, je vous l'ai dit, elle est tout simple, ce n'est même pas ce qu'on appellerait du racisme, c'est un complexe inhérent à Fidel Castro.
Alors, il y a eu des gens très intelligents à Cuba, mais quand ils étaient trop intelligents, donc je ne vais pas vous les énumérer, ils étaient éliminés au fur et à mesure. Et le train de vie de Fidel Castro a fini par faire des jaloux qui ont voulu avoir le même train de vie. D'où des catastrophes qui... bon, d'où des catastrophes. Je laisse l'humanité parler, puisque même eux ont été obligés de parler. Ça remonte à pas tellement longtemps. 1989. Normalement, si la police cubaine, la police politique n'avait été mal organisée, 1989, c'était la fin du communisme à Cuba. Pour deux raisons. L'onde de choc des événements d'Europe orientale, puis d'Union soviétique, à partir de fin 89. Bon, et surtout, la fameuse affaire Arnaldo Ochoa. Même les communistes sont obligés de vous en parler. C'était un des dignitaires du régime. Simplement, bon, il trouvait que sa solde était quand même insuffisante. Il nourrissait ça avec du trafic de drogue, pour le compte du régime d'ailleurs, puisque le trafic de drogue servait à payer des guérillas en Amérique centrale, hein, jusqu'à y compris le Brésil, jusqu'à y compris des guérillas du terrorisme urbain au Chili, en Argentine, etc. Il fallait de l'argent pour ça, il ne fallait pas que l'État cubain soit compromis directement. Il y a des trafiquants de drogue au Mexique, il y a des trafiquants de drogue au Brésil, bravo les gars. Eh ben on va s'occuper, on a de quoi faire nous, avec différents produits qu'on cultive dans des endroits discrets. À Cuba, vous aurez moins d'ennuis que par les survols d'avions de la CIA. Donc Cuba était devenu un très gros trafiquant de drogue mondial. Et donc une personne était chargée de ça, qui a occupé même les fonctions du grade de général, Arnaldo donc Ochoa Sanchez, et qui a même été ministre de l'Intérieur. Bon, à un moment, ça a quand même commencé à sentir la Russie. Il y a déjà des transfuges qui ont commencé à parler de ça. Ça a intéressé fabuleusement les services secrets américains, et pas seulement eux, du monde entier, qui se sont dit, mais le camarade Castro, c'est pas moment qu'il glisse un peu sur une pente très savonnée maintenant. Eh bien, il a fallu trouver un bouc émissaire, et l'un des plus fidèles de Castro, qui le suivait depuis le début, depuis l'aventure du 26 novembre 1956. Arnaldo Ochoa a été dûment traduit en justice et exécuté sans pitié. C'est Castro lui-même qui a signé son arrêt de mort. Voilà. Bon, alors donc inutile de dire que ça a fait des dégâts à Cuba. Certains ont cru que l'heure était arrivée pour que ça change, mais pas du tout. On a serré la vis au contraire, parce que ça avait ébranlé le régime et toutes les brèches ont été comblées. Celui qui s'occupait de ça, quand Castro y allait trop longtemps dans ses discours, il recevait tout le monde, sans exception. Pas seulement Jean-Paul Sartre, pas seulement François Mitterrand, pas seulement tous les dirigeants du Parti socialiste ou du Parti communiste français, ceux de tous les partis communistes du monde entier, même de petites îles de 25 000 habitants. Tout le monde avait droit à des nuits entières de direction. Vous me direz, oui, mais les Espagnols eux-mêmes, ils n'ont pas des nuits assez longues. D'accord, Castro est à demi espagnol, mais les latino-américains, dans le domaine des nuits bien arrosées, sentimentales, et même politiques, ils sont très forts aussi. On voit qu'ils font partie de l'univers hispanique. Bon, et donc, il avait tout du temps pour ça, mais au fait qu'il faisait le travail, c'était bien son gouvernement. Quand il a été débarrassé, parce qu'il commençait à lui taper sur le système, l'autre, il a été envoyé à la boucherie, il a été envoyé en Bolivie. Sinon, je pense qu'il aurait fini au peloton d'exécution, parce que Castro commençait sérieusement à en avoir assez du psychopathe, même s'il parlait très bien le jargon marxiste. Et il n'aimait même pas qu'on fasse des comparaisons entre les discours marxistes de Guevara et son absence de marxisme sérieux dans les siens. Donc il recevrait tous les marxistes du monde, il les recevait tellement bien aux frais du peuple cubain que quand ils revenaient tous, ils ne tarissaient pas d'éloges. Quand vous aviez joui de l'hospitalité de Castro, pouf, pour votre vie vous étiez frappé. Il a su faire comme jamais le palais de l'Élysée ne fait avec des visiteurs étrangers. Bon, je ne rentrerai pas sur les caractéristiques des réceptions, ne violons pas la vie privée de certains dirigeants français encore vivants. Tous les Mitterrand et autres ne sont pas morts. Bon. Mais il n'y allait pas avec le dos de la cuillère, c'était très royal, c'était les Cubains qui payaient. Bon, voilà. Donc, pas de problème, hein. C'était illimité. Et les Soviétiques qui soutenaient financièrement Cuba. L'Union soviétique s'effondre, catastrophe. Vous prenez Castro pour un imbécile?
Au fait, là, sur la carte, il y a une grande tache rouge. D'accord, ils ont une méthode capitaliste. Et puis après, les portraits de Mao Tse-tung, ils sont dans toutes les rues. C'est toujours le drapeau rouge, leur drapeau. Il y a un parti communiste là-bas qui tient des congrès. De temps en temps, ils montrent que ce sont de bons staliniens. On fusille un tel. On a même jeté en prison la veuve de Mao. Elle a une chance extraordinaire de ne pas être tuée immédiatement, etc. Ne dites pas que ce ne sont pas des communistes, ils tuent comme avant. Bon, voilà. Alors, l'Union soviétique, ils n'ont plus de pognon, ils se décomposent. Ça n'est pas grave, maintenant qu'il y a une Russie. Vive la grande Chine de Mao Tse-tung. Vive la Chine. La Chine. Bon, d'accord, capitaliste, mais marxiste. On apprend toujours le marxisme dans les écoles aux petits Chinois. Donc, c'est pas impur. Donc, la Chine remplace la Russie. Et on tient quand même un certain temps. Et puis, il y a d'autres États également qui veulent se sacrifier pour telle raison, plus ou moins avouable d'ailleurs. Ça continue. Il y a l'Angola qui a un communiste à sa tête. Bon, voilà. Alors, on attend de lui que, comme les troupes cubaines ont combattu pour la victoire du communisme, il vient de mourir, hein, l'homme dont je parle, eh bien, il va être reconnaissant. Effectivement, il est. L'Angola est un pays fabuleusement riche, ou était, avec le pétrole, entre autres. Je ne parlerai même pas des diamants, etc., comme au Congo, puisque c'est dans le nord, là-bas, bon, etc. Et bon, c'était un communiste, disons que c'était un ex-communiste, mais il avait la reconnaissance du sang versé par les troupes cubaines. Bon, voilà, alors donc, il a soutenu, et d'autres États en ont fait. La Mozambique, il n'en était pas question en raison de l'anarchie permanente là-bas, puisque la guerre civile a continué sans arrêt. En Angola, elle a continué très longtemps, mais malgré tout, on arrivait à exploiter le pétrole, et le chef de l'État était reconnaissant, et il avait suivi les conseils de différents souverains pontifes. Derrière Castro, il y a toujours eu la grande ombre du Vatican. Oui, oui, oui. Par exemple, du temps des communistes, pur et dur, en Angola, le pape de l'époque, peu importe le souverain pontife que c'était, est venu dans la capitale, en Angola. Il a été acclamé par 1 million de personnes. Alors que le gouvernement était entièrement composé d'athées marxistes-léninistes pur et dur. Et donc l'Église a fait pression sur différents États pour que les catholiques de Cuba, sous la férule communiste, n'aient pas à souffrir du régime. C'est ça l'explication officielle. Est-ce que Castro a aménagé l'Église d'un autre côté? De nombreux prêtres ont fini quand même en prison. C'est indiscutable. Qu'il y a eu une répression à la Staline pendant un certain temps, pas tout le temps, hein, sur Staline, parce qu'à partir de 1941, il a compris où était son intérêt, avec la Grande Guerre patriotique et les prêtres qui bénissaient les canons de l'armée rouge. Bon, alors là, il a changé d'avis. De toute façon, l'ancien séminariste savait ce qu'était l'Église. Bon, alors donc, il avait plutôt tendance à vouloir l'aménager. Bon, mais avant, il laissait faire les tueurs. Bon, là, il a un peu plus laissé faire. Castro, bon, malgré tout ce qui réclamait la liberté, tout ce qui sortait du culte, strictement le culte, sans aucune digression dans la vie du peuple, sans aucun écart, était pas touché, mais dès lors qu'on rentrait dans des affaires qui pouvaient être qualifiées de politiques, de si près que ce soit, dès lors que l'Église intervenait pour la liberté de penser, alors là, bon, il y avait des dégâts dans la hiérarchie catholique. Voilà. Bon, là, il n'y avait pas de cadeau. Mais malgré tout, on sent chez Castro différentes choses. Jamais, on les a sentis chez son frère. Le véritable homme qui dirigeait le régime, celui qui l'animait, celui qui était la légende vivante, celui qui fascinait l'étranger, les communs. Il y a eu des mouvements castristes en France, avec des gens enthousiastes. Vive Castro, vive le Che, encore aujourd'hui. Vous les voyez sur les trottoirs. Bon, tout ça, ça a été un mouvement mondial. Bien, Castro, ça a été le moins marxiste de tous les dirigeants cubains. Pour l'excellente raison que selon toute vraisemblance, je demande qu'on me le prouve par les discours de Castro, ce que je viens de dire, ça a été le plus ignare en marxisme de tous les dirigeants cubains depuis 1959. Ça ne s'invente pas.
Il a donné illusion à tout le monde l'a proclamé dirigeant génial, sous le marxisme-léninisme, etc. Il n'y entendait strictement rien, et il s'en fichait complètement. C'était un golpiste, un amateur de coups d'État à la latino-américaine, un type qui haïssait viscéralement les Yankees. Il devait régler des comptes familiaux. Son père était un collaborateur des Américains, direct. Il exploitait les paysans de Cuba pour le compte de gens qui ne mettaient jamais leurs pieds dans leur propriété et qui se faisaient envoyer l'argent à New York. C'était les propriétaires de l'hacienda de son père, où son père était régisseur. Ah, ça mérite réflexion quand on y réfléchit. Lui, il était fils d'une fille du peuple, même de très basse catégorie à ses yeux. Sa mère lui faisait quelque part honte, et son père lui faisait honte aussi. Qu'est-ce que ça peut donner un type comme ça? Au moins, Staline n'a jamais renié sa mère. On ne peut pas lui reprocher ça. Hein, toute chrétienne qu'elle était. Il ne l'a jamais renié, et n'ayant jamais partagé la moindre idée communiste. Bon, et pourtant c'était un tueur dans son genre. Mais Castro, c'est un cas pour le psy. Bon, vraiment, je ne sais pas s'ils ont les meilleurs psychiatres du monde, parce que là, ils avaient quand même de quoi s'occuper à Cuba, eux qui ont la meilleure médecine du monde, voilà. Donc ça a tenu très longtemps, et ça me rappelle la fin de Castro, de Franco, l'autre fils de la Galice. Castro a été très longtemps très malade, d'horribles maladies. Il était totalement incapable, pratiquement les 2 dernières années, d'exercer ses fonctions. Beaucoup de gens travaillés par la propagande étrangère souhaitaient le renversement du régime, etc. Bon, y compris d'ailleurs dans les chefs de l'armée, peu reconnaissants au caudillo, y compris dans l'aristocratie. On a vu par la suite ce que ça a donné avec les Bourbons restaurés. Ça n'a pas été vraiment ce qu'attendaient les monarchistes espagnols, ni les franquistes. C'est le moins qu'on puisse dire. On le voit encore aujourd'hui, où on va déterrer le cadavre des caudillos, etc. Dis donc que les 2 dernières années, il était parfaitement incapable d'exercer ses fonctions. Personne ne bougeait. Tout le monde savait que c'était un mort-vivant. Le régime continuait comme si de rien n'était. Castro, ça a été exactement la même chose, mais sur une durée bien plus longue, sur plus d'une décennie, c'était large, 15 ans au moins, c'était un mort-vivant, et le monolithe faisait que personne ne bougeait réellement à Cuba. Les éternels suicidaires de la liberté, qui se déclaraient pour la liberté d'expression, etc., et qui se retrouvaient illico presto dans un asile d'aliénés ou en prison. Et puis à part ça, rien, pas de mouvement de masse, des manifestations de masse, il y avait 5 à 10 personnes de gens qui ne devaient pas avoir de domicile fixe et qui devaient préférer la prison, tellement c'était, de ce point de vue-là, absolument sans espoir. Pourtant, Castro, en réalité, ne gouvernait plus, c'était déjà Raúl Castro et Mariela Castro, voilà, la même famille. Bon, voilà, la fille, une des filles de Castro, et puis son frère, le vrai marxiste. Alors lui, il sait ce que c'est que la police politique, il a encore toute sa tête, et en fait, bon, Trump vient de le sauver. Si la situation créée récemment devait durer, c'est-à-dire que les États-Unis devaient relâcher et leur embargo et un certain nombre de mesures prises contre l'île de Cuba, il est clair que le régime n'y aurait pas résisté, il aurait été désintégré en relativement peu de temps. Mais, heureusement pour Raúl Castro, le bon vieux marxiste enragé, Trump est arrivé, qui a trouvé qu'on avait fait trop de concessions aux Cubains. Peut-être que d'un point de vue nord-américain, Trump a raison, hein, ça n'est pas impossible. Mais le problème, si vous voulez, aussitôt, à peine le discours de Trump disant qu'on en avait trop fait pour le libéralisme envers Cuba, alors que les concessions cubaines étaient pratiquement, des communistes cubains étaient à peu près nulles, ce qui n'est pas faux, il a eu le tort de le clamer trop haut, et aussitôt, évidemment, Castro a serré la vis immédiatement, comme il voulait. Voilà. Alors qu'un peu plus de liberté suffit à... Bon, un régime de dictature qui dure trop longtemps, eh bien, un de mes maîtres à penser m'a appris qu'en ce qui concernait les soviétiques, qu'ils étaient durs mais cassants.
arrive un moment où vous vous fossilisez. On l'a vu avec les octogénaires qui dirigeaient l'Union soviétique sur la fin. Bon, alors évidemment, ils étaient durs mais cassants, ils se sont cassés d'un seul coup. 90-91. Cuba, c'est à peu près la même chose maintenant. Mais même quelqu'un comme Raúl Castro, qui n'est pas précisément de première jeunesse, il a encore toute sa tête. Et grâce à l'erreur tactique, qui n'est pas une erreur de fond, sur le fond il a raison, mais tactiquement parlant, à mes yeux, il a tort, on n'a pas fini avec la famille Castro à Cuba. Il faudra vraiment que ça se termine très mal. Le communisme débarrassera Cuba de sa tyrannie, malheureusement, me semble-t-il, je commets peut-être une erreur, et je souhaite de commettre une erreur, que dans la violence, puisque maintenant, il vient de lui être donné un sursis. Après la mort de Castro, tout naturellement, il allait s'auto-liquéfier. Mais Raúl Castro, Mariela Castro, peuvent dire qu'ils sont sauvés pour quelques mois, pour quelques années, par une erreur de stratégie et de tactique d'un nouveau président des États-Unis. Sur le fond, il a raison. Le communisme continue à Cuba, mais sans faire de concession de fond. Mais sur la façon d'en finir avec le communisme, ce n'est pas de faire en sorte que le peuple cubain continue à se faire serrer la vis par les communistes, parce que le gouvernement communiste cubain leur dira « mais c'est les Américains qui vous bloquent, c'est à cause d'eux que ça ne va pas, que l'économie est étranglée ». Et tout prouvera aux Cubains que ce n'est pas inexact. Voilà à peu près le dilemme tragique qui existe au moment où je parle, en ce début de juillet de 2017. Trump est-il capable de reconnaître ses erreurs en suivant les évolutions du président des États-Unis, dont dépend la façon dont va se terminer le régime communiste à Cuba, car il se terminera. Il peut se terminer à la sauce soviétique. Vous savez que la fin de l'Union soviétique, ça a été un tué. À Moscou, il y a eu un tué, un homme écrasé par un char. Je ne parle pas de ce qui s'est passé dans les pays baltes, en Arménie, Azerbaïdjan, etc. Mais en Russie même, il n'y a eu qu'un tué. La chute du bolchevisme n'a fait qu'un mort. Incroyable mais vrai, lors de la tentative d'août 91 qui a échoué lamentablement, d'août 90, pardon, qui a échoué lamentablement. Ça n'a fait qu'un seul mort. C'est incroyable mais vrai. Le communisme à Cuba peut s'effondrer par un seul tué. Là, avec Raúl et Mariela Castro, il ne s'effondrera pas sans des centaines et peut-être même des milliers et des milliers de morts. Voilà. Je me suis permis de mettre l'accent sur des choses qui sont rarement dites, notamment le sort de la minorité noire à Cuba, qui n'a jamais été ménagé par Castro, obsédé par sa mère. Voilà. Et c'est un point important, la seule réussite du régime, dont je reconnais que c'est reconnu par les communistes du monde entier et par certains esprits objectifs, la meilleure médecine du monde. Oui, du monde. Ah, le Washington Post ou le New York Times le disent, comme je viens de le dire. Bon, alors comme ils n'aiment pas le système cubain, c'est qu'il doit y avoir quand même une base de vérité. Et puis, alors la France, les hommages à celui qui a laissé tuer tranquillement, sans le moindre regret, Guevara, et beaucoup des successeurs de Guevara, a été assez lamentable en France, le Parti socialiste français, tout le monde, le président Hollande, etc. Tous ce sont des dirigeants de partis de droite, ont salué la mémoire de Fidel Castro. Quand on examine attentivement cet homme, ça a été un jouisseur extraordinaire du pouvoir, et si on examine attentivement le régime cubain, le travail est encore à faire. Si on regarde les ministres qui ont servi sous lui, comment ils ont travaillé, il n'a eu qu'à signer ce qu'il faisait. Et tout ministre qui commençait à ne pas comprendre qu'il fallait que ce soit Castro qui ait tout fait, ce que lui dictait à Castro en réalité, eh bien, il était éliminé immédiatement du gouvernement. Donc au bout d'une ou deux décennies, tout le monde avait compris, et la plaisanterie a duré de 59 à il y a quelques mois. Bon, voilà. Alors, Castro, marxiste, je dis non. Castro, complice des marxistes, je dis oui.
Castro, grand communiste, je dis non. Castro passera-t-il à l'histoire? Oui. Qui devrait passer à l'histoire? C'est tous ces exécutants qui feront 2 lignes dans les livres les meilleurs. Voilà. Alors je termine par une citation de Castro, de l'Humanité. Une révolution est une lutte à mort entre le futur et le passé. Alors s'il y a quelque chose de criminel, c'est cette déclaration de Castro. Il n'y a pas de futur sans passé. Le présent, tous les scientifiques vous le diront, n'existe pas. Il faut 1 seconde pour passer de la vie à la mort, il faut 1 seconde pour être conçu. C'est la réalité. Chacun de nos actes se dure 1 seconde en réalité. Je vais terminer en 1 ou 2 secondes. Voilà, et je termine d'ailleurs en 1 ou 2 secondes.